Notre métier, nous, c'est explorer et développer les terres inconnues de nos clients. Par la réflexion, par le questionnement, on arrive ensemble à se dire, là, il y a peut-être un truc à explorer. Et notre job, c'est d'être capable de partir de ce qui nous donne comme matière. Comme j'espère, ça se sent, je suis passionné, j'adore mon métier. C'est un peu l'abstraction de sa propre personne et d'être 100% focalisé sur la personne qui est devant soi. Ma vision de la disruption, c'est il y a un avant et un après. Bienvenue sur le podcast de We Are Sales by DCS. Je suis Pierre-Michel, cofondateur de Dreamcatcher Sales, l'agence experte en business développement. Nous partons ensemble à la rencontre de personnalités inspirantes de la vente, CEO, entrepreneurs, directeurs commerciaux, directeurs de business unit. Nous vous partagerons leurs histoires et tips pour mieux explorer cet écosystème et vous rappeler que nous faisons le plus beau métier du monde, celui de remettre l'humain au cœur des affaires. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Luc Berger, directeur de Business Unit et partenaire de la société de conseil Alcimed, superbe société française de conseil en innovation. Je lui laisserai expliquer plus en détail qu'est-ce que Alcimed, présente en France mais aussi à l'international, Singapour, Allemagne, Italie, États-Unis. J'espère que je n'oublie rien. Luc, ravi de te recevoir aujourd'hui dans le bureau. Merci beaucoup de la proposition. Luc, avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux rapidement te présenter, poste, périmètre du poste, un peu nombre de collaborateurs, qu'on arrive un peu à te projeter? Eh ben, moi, je suis un des associés d'Alcimed. Donc aujourd'hui, ce que ça veut dire, c'est que je gère une business unit dans le domaine de la santé. C'est une équipe d'une grosse quarantaine de collaborateurs. On est 45 aujourd'hui. Et on mène à peu près 250 projets par an pour les industriels du monde de la santé. Ok. Est-ce que déjà tu peux aussi nous présenter en parallèle qu'est-ce que c'est Alcimed? Ouais. À quel problème répond aujourd'hui Alcimed auprès de ses clients? Et ensuite, plus spécifiquement sur les business units Healthcare et Life Science. Et d'ailleurs, si tu peux nous définir Healthcare et Life Science, parce que je t'avoue, avant qu'on mette à bosser ensemble, j'ai quand même fait un petit coup de ChatGPT pour être sûr de la différenciation des deux. Ouais. Eh ben, écoute, ça fait beaucoup de questions en même temps, je vais essayer de m'en souvenir. Sur Alcimed, on est une société de conseil, mais on a une vocation extrêmement nichée dans le monde du conseil. On est une boîte très atypique. Notre métier, nous, c'est explorer et développer les terres inconnues de nos clients. C'est un métier qu'on exerce depuis 33 ans maintenant, puisqu'on a été créé en 93 par deux femmes issues de l'école centrale de Paris. On est aujourd'hui une belle équipe de 200 personnes, avec des business et des activités dédiées à différents secteurs. Le domaine de la santé, c'est le fer de lance d'Alcimed, c'est à peu près 60% de notre activité. Mais on est aussi actif avec des équipes et des business dédiés dans le domaine de l'agroalimentaire, de la chimie matériaux, de l'aéronautique spatiale défense, des politiques publiques, et également de l'énergie, environnement, mobilité. Ok. Ce métier, explorer et développer les terres inconnues de nos clients, si je dois le résumer de façon extrêmement courte, c'est un très joli métier qui consiste à se saisir des sujets à la périphérie des cœurs business de nos clients, c'est-à-dire globalement des sujets qu'ils connaissent que peu ou pas, et surtout sur lesquels il y a peu ou pas de données, pas de consensus. Peu ou pas de données, c'est l'idée que notre client, il n'aura pas la réponse à la question simplement en tapant sur Internet, sur ChatGPT ou en achetant un rapport ou une base de données. Et pas de consensus, c'est l'idée que ces sujets-là sont les sujets pour lesquels 10 experts autour de ce sujet peuvent avoir 10 avis différents. Et nous, notre métier, en fait, c'est se saisir de ces sujets, utiliser notre savoir-faire premier qui est un savoir-faire en matière d'exploration et d'investigation pour sortir des murs de nos clients, aller comprendre, décrypter, analyser cette question. Et une fois qu'on l'a compris, ramener ça dans les murs de nos clients pour en faire quelque chose de pragmatique et d'opérationnel. Et ça, c'est notre métier. Est-ce que lorsque vous approchez vos clients, ils ont déjà conscience des problématiques sur lesquelles ils veulent vous faire bosser, ou c'est justement votre capacité à analyser leur situation, leurs enjeux, leurs organisations, leur business model, leur marché, qui vous permet effectivement de dire, bah tiens, il faut qu'on t'accompagne sur tel sujet de market access, sur tel sujet d'implantation d'IA. Ça se passe comment, la détection des enjeux de besoin? Alors, c'est un peu la première chose que tu as évoquée, et pas du tout la deuxième. Je vais commencer par ça. C'est pas du tout la deuxième dans le sens où on a une approche qui est extrêmement humble, dans le sens où on n'est pas expert. Donc si un client a une question, moi j'aurais pas la réponse. La seule chose que je peux lui dire, c'est que je sais comment savoir, éventuellement. Le fait de ne pas avoir une posture d'expert, c'est un choix pour nous, parce que on voulait rester à la pointe de l'innovation. Et si on veut rester à la périphérie de ce qui est toujours nouveau pour nos clients, on ne peut pas s'adosser à des expertises au risque de se fossiliser sur un domaine, un réseau qu'on connaît bien, etc. etc. Donc on n'a jamais construit, dans le sens classique du terme, une expertise. Et ça se reflète forcément dans notre modèle commercial. C'est-à-dire que si tu es mon client, je ne viendrai pas te voir en te disant « Pierre-Michel, je connais hyper bien ce sujet-là, comment tu le prends aujourd'hui? Moi, je pense qu'il faudrait faire ça, etc. » On a plutôt une démarche très dans la maïeutique, où par la discussion, par l'échange, on va créer un pont
entre ta terre inconnue en tant que décideur, que peut-être tu connaissais pas au début du meeting, ou que tu n'avais pas verbalisé surtout comme ça, et ma capacité à explorer les terres inconnues. Et donc, on n'est pas dans le deuxième, on n'arrive pas en disant tu devrais t'intéresser à ça, et on est un peu dans le premier, dans le sens où parfois on arrive vers des clients qui ont déjà évidemment une idée plus ou moins précise d'un besoin ou concrètement d'un besoin d'aide sur lesquels on pourrait les aider. Mais dans un certain nombre de cas assez importants, c'est vraiment par une première discussion qu'un pont naturel va s'établir et que par la réflexion, par le questionnement, on arrive ensemble à se dire là, il y a peut-être un truc à explorer. Ok. Et donc, très concrètement, je suis un Big Pharma, je suis directeur R&D d'un Big Pharma. Par quel mécanisme vous arrivez à me faire suffisamment parler pour aller détecter des problématiques sur lesquelles ils ont conscience ou pas conscience? Quelles sont les stratégies qui sont mises en place? Est-ce qu'il y a des modèles? Est-ce qu'il y a des process? Ou c'est vraiment de l'intuitu personnel? Ou c'est vraiment à chaque fois du cas par cas? L'intuitu personnel, il est toujours important parce que même si Alcimed aujourd'hui a une belle marque, si tu es mon client, le premier driver d'achat, c'est que tu auras envie normalement de travailler avec moi ou avec la personne qui est en face de toi au niveau d'Alcimed. Donc il y a un petit peu d'intuitu personnel. Maintenant, techniquement, ce qui se passe dans un échange et qui fait qu'on en arrive à vouloir travailler ensemble, c'est que par mon questionnement, je vais te faire progresser dans ta réflexion. Donc moi, j'ai l'approche la plus humble et la plus simple de simplement te dire, Pierre-Michel, aujourd'hui, c'est quoi tes terres inconnues? Ok. Et est-ce que tu as des exemples de sujets sur lesquels vous bossez, pour que ça soit un peu concret pour Ouais, bien les sûr. auditeurs? Ouais. Ben, si je prends l'environnement santé au sens large, et notamment l'environnement pharma dans lequel on travaille beaucoup, notre chance déjà, c'est qu'on travaille sur toute la chaîne de valeur. Ok. La beauté de notre métier, c'est que explorer une terre inconnue, ben, c'est une préoccupation que peut avoir un patron de la R&D, un patron des opérations commerciales, à peu près tous les patrons métiers entre les deux, et ça peut s'opérer d'un chef de produit au niveau local jusqu'à un CEO au niveau global. Donc nous, on a une variété de sujets qui, sur le papier, paraît extraordinaire, mais avec un dénominateur commun extrêmement fort, qui est que tous ces sujets-là sont des terres inconnues à explorer. Pour te donner quelques exemples, en R&D, aujourd'hui, c'est des clients qui vont nous questionner sur la transformation de leur modèle de développement clinique. Ok. Quelles sont les startups avec lesquelles je dois travailler pour apporter de l'innovation digitale, IA, etc., dans l'objectif de me permettre de réduire les temps de développement clinique, les coûts de développement clinique, d'accélérer le recrutement, etc., etc. À l'extrême opposé, sur les opérations commerciales, c'est des clients qui préparent des lancements, qui, parce que ces lancements touchent des environnements nouveaux, des indications nouvelles, forcément relèvent et reflètent et révèlent des terres inconnues, des choses auxquelles ils n'ont jamais été confrontés, et donc ils vont venir nous chercher ou ils vont vouloir travailler avec nous pour qu'on agisse pour eux comme une sorte de sonde qui va sortir de leur mur et les aider à comprendre qu'est-ce que c'est ce marché aujourd'hui, comment se passe la prise en charge, comment se passe le parcours patient, quels sont les différents pain points ou barrières au développement d'un parcours patient optimisé, comment va s'insérer le traitement, quels sont les facteurs clés de mon lancement, et du coup comment je dois agir. Ok, très clair. C'est un marché qui est très concurrentiel, le marché sur lequel vous êtes? Oui et non. Il est très concurrentiel dans le sens où il y a beaucoup de personnes qui peuvent se retrouver en face de nous dans le cas où notre client nous fait appel à nous dans le cadre d'un appel d'offres, par exemple. Maintenant, il n'est pas du tout concurrentiel dans le sens où on a un métier qui a une vocation qui est extrêmement nichée et circonscrite, et sur la case qu'on occupe, sur laquelle on est extrêmement lisible et extrêmement reconnu, il y a très peu de gens qui nous ressemblent. Donc on peut être en concurrence avec plein de types d'acteurs, on peut être en concurrence avec des gros de la strat, Mag, BCG, Bain, Oliver Wyman. C'est pas fréquent, mais ça nous arrive d'être en concurrence avec des acteurs comme ça. On peut être en concurrence avec des acteurs des études de marché, des gens comme Aplusa, comme Ipsos, etc., qui vont partager avec nous un métier qui est le métier de l'investigation, mais qui vont être un peu moins verticalisés en termes de compétences, et qui surtout qui vont exercer ce métier de l'investigation très différemment de nous. Et puis on peut être en concurrence avec des spécialistes métiers, voire avec des experts. Donc ça peut être assez facile pour un de nos clients de mettre des gens dans un appel d'offres face à nous. Maintenant, si ce qu'ils cherchent, c'est notre métier, il
il y a extrêmement peu d'autres personnes qui le font comme on le fait. Et c'est un marché qui est intéressant financièrement parlant, si on parle un peu cash en termes d'opportunités de marché, c'est quoi le panier moyen d'un deal, c'est quoi en termes de chiffre d'affaires ce qu'on peut espérer sur le marché de la santé? Écoute, le projet moyen, il est très variable parce que qui dit terre inconnue dit page blanche, dit démarche pas forcément très industrialisée, qui dit pas forcément de méthodos rodés qu'on réappliquerait, etc. Et ce côté coûts humains, page blanche, il fait un span de projets très important. Donc pour certains clients, c'est passer 5 jours avec eux pour les aider à décortiquer quelque chose de façon rapide. Pour d'autres, c'est passer 1 an et tout refaire du sol au plafond dans un projet de transfo. Donc c'est extrêmement variable. Maintenant, notre projet moyen, il est à peu près à 60 000 euros. Ok. Et à 60 000 euros, ça fait à peu près un projet de 2 mois et demi en termes d'activité pour nous. Et comment est organisée l'équipe commerciale? Est-ce que c'est les consultants qui font à la fois l'ouverture de comptes et en même temps qui bossent sur le compte, un peu comme les partenaires sur les gros cabinets de conseil type BCG, Accenture, et après qui missionnent des petites mains? Ou est-ce que vous avez des business developer managers en charge effectivement de l'ouverture de compte, après des équipes de consultants? Comment ça se pilote effectivement la coordination de cette Alors démarche? notre modèle commercial, qui est relativement proche du modèle des ESN, c'est un modèle dans lequel il y a un découplage entre la vente et la réalisation. Parce qu'on a toujours été convaincu d'une chose, c'est que dans les modèles classiques du conseil, où le partenaire vend et réalise, quand il vend, il ne peut pas réaliser, et quand il réalise, il ne peut pas vendre. Et ça fait des structures assez classiques, où on a des petites pyramides à empiler par partenaire, et où on a toujours un plafond de verre qu'on ne peut pas dépasser. Très tôt, nous, parce que le projet est un projet de développement chez Alcimed, on a voulu débloquer ça. Et c'est pour ça qu'on s'est adossé à un modèle assez classique de SN, où on a des bizdev relativement jeunes, qui quelque part vont rencontrer des clients, font valoir nos savoir-faire et créent ces ponts naturels que j'évoquais entre les terrains connus de nos clients et notre capacité à les explorer et à les développer. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la structure de l'équipe commerciale, c'est des commerciaux relativement jeunes, avec différents niveaux d'ancienneté et de seniorité. Plus on avance, plus on peut coacher, du manager, puis prendre la responsabilité d'une business unit. Et globalement, ça s'organise comme ça aujourd'hui. Et alors, c'est quoi un peu le profil type d'un profil BizDev junior chez vous, tout en sachant que les interlocuteurs sont quand même assez de haut niveau, hein, des directeurs R&D, des directions marketing, sur en plus une culture scientifique qui doit être assez exacerbée. Est-ce que c'est plutôt des profils ingé, commerce, des profils scientifiques que vous formez à la vente? Quelle est la stratégie effectivement que vous avez mis en place pour développer cette équipe? Écoute, dans la vente, c'est un peu comme dans la réalisation chez nous. On cherche un peu des moutons à 5 pattes. Déjà, la première chose, c'est qu'on... Ça, j'aime pas entendre ça. Déjà, je cherche le mouton à 5 pattes, et chez le recruteur en face, il a un mouvement de recul. C'est toujours un peu dur, et le recrutement, c'est clairement pas une science exacte chez nous, et c'est quelque chose d'assez fin. Mais c'est vrai que on cherche déjà des gens qui ont des têtes bien faites plutôt que bien pleines. Ça, c'est très important. C'est lié au métier auquel on est adossé. Notre métier n'est pas un métier d'expert, donc j'ai pas besoin de savoir, j'ai pas besoin de cheveux gris pour aller travailler pour les clients et donc pour engager le contact avec un client et générer une opportunité. J'ai besoin de gens curieux, passionnés, mais globalement, il y a un peu 3 dimensions dans les bizdev mais même les personnes de la rédaction qu'on recherche. Pour les bizdev spécifiquement, la première dimension, elle est évidente, c'est que j'ai besoin de gens qui ont un tempérament commercial. J'ai besoin de personnes qui ont envie de porter le drapeau d'Alcimed, qui ont envie de convaincre, et surtout qui ont envie de développer une activité qu'on leur confie, de telle sorte à ce que cette activité qu'ils gèrent en tant que bizdev devienne demain une business unit, avec une équipe, avec un PNL, etc. Donc j'ai besoin de personnes qui ont un tempérament commercial. Parce que le projet est un projet de développement, moi je ne cherche pas des gens qui vont être bizdev pendant 3 ans et disparaître. Je cherche des gens qui se projettent dans la durée et qui ont envie de construire quelque chose dans la durée. Bah ça on le souhaite tous hein, pour nos boîtes. Mais... Et comment tu les repères? C'est quoi pour toi les signaux qui te font dire tiens, c'est quelqu'un qui peut incarner les valeurs d'Alcimed? Parce qu'aujourd'hui, un bon sales, c'est celui qui incarne effectivement l'ADN, les valeurs. C'est pour reprendre ta métaphore de porte-drapeau, qui ont en plus après les hard skills, sont toutes les compétences techniques nécessaires. C'est quoi toi ton fil qui permet de les identifier? J'évoquais 3 axes. Le premier, c'est le tempérament commercial. Le deuxième, il répond à ta question, c'est le mindset entrepreneurial. C'est-à-dire, c'est à quel point construire quelque chose en acceptant parfois de partir de loin, avec l'idée qu'il y aura des galères. Moi, j'ai besoin de personnes qui n'ont pas peur de se frotter à ça, voire qui aiment se frotter à ça, et qui ont ce côté dégourdi de, parfois, il n'y a pas de solution, je ne te demande pas d'exécuter un chemin qui a été tracé 200 fois,
je te demande de te lancer dans l'aventure. Et j'essaye de le creuser en lien avec ça. Qu'est-ce que l'aventure, ça veut dire pour toi? Comment tu l'as vécu dans tes expériences passées? Qu'est-ce qui te fait dire que tu es proche de cette valeur-là qui est hyper importante pour nous? Cette dimension-là, je la vois comme ça. Ou en tout cas, j'essaye de la voir comme ça. Très clair. Et un troisième pendant? Le troisième axe, c'est la passion pour les sujets. On a un métier qui est assez loin du métier des ESN, même si en termes de modèle commercial, notre modèle commercial peut s'en rapprocher. On ne place pas des gens pour répondre à des problèmes. On répond ensemble à des problèmes. Et d'ailleurs, le BizDev, le responsable commercial, est une des personnes impliquées dans le projet. Évidemment, il n'en est pas une cheville ouvrière, mais il est assez impliqué en pointillé tout au long du projet. Et c'est une partie prenante de l'équipe qui va réaliser le projet et amener le projet au but. Et donc, moi, j'ai besoin de personnes qui se passionnent pour ces sujets-là, qui aiment la santé, qui ont cette curiosité, cette petite flamme dans les yeux de « c'est hyper intéressant ce sujet-là ». Et ça, c'est la troisième partie du triptyque. Tempérament commercial, un vrai intérêt pour le fond, quelqu'un qui serait que dans la partie commerciale, peu importe le sujet, et puis oui, ça m'intéresse pas trop, etc. Il durera peut-être 2-3 ans chez nous, mais c'est pas ça qui va le faire durer 10 ans chez Alcimed. Donc j'ai besoin de cette deuxième dimension. Puis la troisième pour se projeter là dans la durée, c'est vraiment la partie entrepreneuriale. Et pour le coup, effectivement, tu sais de quoi tu parles, parce que tu as 15 ans de maison maintenant, je crois, chez Alcimed, bientôt 16. Et ça, c'est rare et aussi très beau. Donc, félicitations aussi. Merci beaucoup. En termes de stratégie commerciale, est-ce que entre le moment, et c'est pour ça fait ma transition, ou le moment où tu es arrivé, si ma mémoire est bonne, en tant que consultant, effectivement, chez Alcimed, et aujourd'hui, sur lequel tu es passé partenaire et DBU, associé et DBU, il y a eu un pivot dans la stratégie commerciale, ou c'est plutôt une continuité? C'est une continuité. La beauté de notre métier, qui par ailleurs nous a permis facilement de dépasser des frontières sectorielles ou géographiques, c'est qu'on répond à un besoin qui est un besoin universel. C'est un besoin qui est niché. Si tu es un patron métier dans une industrie, tu as peut-être 10 sujets par an, il n'y a peut-être qu'un sujet pour Alcimed. Il n'y a peut-être qu'une terre inconnue à explorer. Mais par contre, ce besoin de comprendre, décrypter et savoir comment agir sur des sujets qui sont importants pour toi, que tu comprends pas mais qui te titillent sérieusement, c'est un besoin qui est universel. Il dépasse les frontières linguistiques, culturelles, géographiques, sectorielles. Et c'est ça qui nous a permis très vite d'aller dans d'autres pays et d'ouvrir d'autres bureaux. Et parce que ce besoin, il est universel, en fait, il est un peu fondamental. Et donc notre capacité à le trouver, le discuter, et encore une fois, à créer ce pont commun entre nos clients et nous pour faire des projets, eh ben, le modèle commercial qui est derrière, il est en fait très résilient et il tient bien dans la durée. Donc non, c'est plutôt quelque chose qui perdure. Très intéressant. Et si on va un peu plus dans la granularité, comment se segmente votre cycle de vente? Est-ce que c'est beaucoup d'outbound, prospection pour susciter l'intérêt de l'interlocuteur, décrocher du rendez-vous, faire de la découverte du besoin? Ou est-ce que c'est une approche un peu différente? Sur quel set stack aussi vous travaillez? C'est quoi vos méthodes? Fondamentalement, c'est un métier de contact. C'est-à-dire que moi, je peux beaucoup moins que d'autres entreprises faire de l'inbound. Pourquoi? Pour exactement la raison que j'évoquais tout à l'heure, qui est qu'Alcimed n'est pas une société qui s'adosse à une expertise. Et donc mon job, c'est pas de dire « je connais hyper bien, j'ai déjà fait 200 fois, donc venez chez moi le refaire ». Pour garder cette capacité, année après année, à trouver les sujets nouveaux, les façons nouvelles d'explorer ces sujets-là, j'ai besoin de ce contact humain tout simple de « Pierre-Michel, t'es un client, on s'est jamais vu, ben, on va se parler et c'est comme ça qu'on va voir s'il y a quelque chose qu'on a envie tous les deux de faire ensemble. » Donc mon métier, il est beaucoup plus sur le contact que sur l'inbound marketing, faire venir des gens vers nous. Maintenant, la réalité, c'est qu'on a 33 ans, qu'on est très reconnu dans les différentes géographies dans lesquelles on travaille, dans les différents secteurs dans lesquels on travaille. Et donc aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens qui viennent vers nous ou qui, quelque part, sont attentifs à ceux dont on peut parler pour leur donner des idées de choses dont ils pourraient se saisir. Donc aujourd'hui, il y a une partie de notre activité qui vient de tout ça. On a une activité de marketing digital qu'on a montée aussi là-dessus dans cette logique-là, mais c'est beaucoup le fruit de notre maturité et de l'empreinte qu'on commence à avoir dans les secteurs industriels sur lesquels on bosse, plutôt que quelque chose de très lié à notre modèle fondamental, qui reste un modèle de une personne qui rencontre une autre et qui se disent qu'on a envie de travailler ensemble. Mais pour un sales comme moi en face,
c'est vrai que c'est pas toujours évident à se projeter parce que c'est une approche en disant nous sommes experts de rien, nous allons travailler ensemble sur des sujets dont vous n'avez pas encore conscience, sur des résultats dont on ne sait pas, puisque c'est de la terre inconnue ce qu'on va trouver. Hein, on va faire du Christophe Colomb et tomber par hasard sur les États-Unis. Donc il faut avoir quand même une sacrée passion. En fait, c'est la passion que vous monétisez et la volonté de travailler ensemble. Ouais, et alors la passion, c'est un truc qui est hyper important pour nous. À la fin de chacun de nos projets, on fait un débrief qualité. Et je suis souvent étonné par les retours que font nos clients sur ce qu'ils ont apprécié chez nous, qui sont des choses qu'on n'imaginerait pas intuitivement comme étant le retour qu'on ferait à un cabinet de conseil. Et ce qui est très souvent évoqué comme un élément de très forte qualité par rapport à Alcimade et extrêmement apprécié, c'est le fait que nos clients se disent: vous avez mené ce projet-là comme si vous étiez moi ou comme si vous étiez quelqu'un de ma boîte. C'est-à-dire que vous y avez mis un engagement et une passion où j'ai l'impression que c'est comme si vous étiez un collaborateur de chez nous et parfois j'ai même du mal à faire la différence. Et ça, c'est la plus belle récompense que nous, on peut avoir en lien avec cette passion et cet engagement dans les projets qu'on mène. Okay. En termes d'objectifs pour un business development manager, c'est quoi ces objets un peu hebdomadaires ou mensuels ou annuels? Est-ce que tu les pilotes sur du chiffre d'affaires, sur des KPI de prospection? Comment tu gères cette équipe commerciale? Un BizDev chez nous, il a des objectifs qui sont d'abord annuels, qui sont des objectifs très traditionnels et de chiffre d'affaires et de rendez-vous réalisés dans une année. Et ensuite, évidemment, on en fait un pilotage, j'aimerais à la semaine, je vais plutôt parler au mois, dans l'objectif de voir si on est sur les bons rails et puis d'avoir la réflexivité requise dans ce métier-là pour ajuster le chemin à la capacité à toucher la cible à la fin, quoi. Et c'est quoi? Est-ce que, sauf si c'est trop confidentiel, en termes de nombre de rendez-vous attendus, nombre de projets amorcés, chiffre d'affaires par BDM? En termes de nombre de rendez-vous, pour moi, un BizDev, il doit faire à peu près 200 rendez-vous par an. 200 rendez-vous par an? Ouais. En sachant qu'un oui, tu as à peu près 220 jours ouvrés par an, donc quasiment un par jour? Un par jour, exactement. En sachant qu'un rendez-vous, c'est pas forcément une personne. Par des processus commerciaux, il y a des personnes, des individus, des clients qu'on va voir 5, 6, 7 fois dans l'année parfois. Donc ce qu'il faut se dire, c'est que quelqu'un qui fait à peu près 200 rendez-vous par an, il va voir entre 120 et 130 individus différents sur une année. En termes de chiffre d'affaires, c'est très variable suivant les territoires, suivant le fait que le BizDev s'occupe d'un territoire qu'on connaît déjà beaucoup, avec lequel on travaille déjà beaucoup, ou pas du tout, en gros entre la chasse et l'élevage. Et du coup, sur une année 1, ça va s'établir à peu près entre 250 et 500, 600 000 euros de chiffre d'affaires. D'où effectivement ta recherche de tête bien faite plutôt que de tête bien pleine, puisque quand on a 120 interlocuteurs différents dans l'année, qui sont scientifiques, techniques, sur des territoires inconnus, qui nécessitent de se projeter régulièrement, effectivement, ça nécessite quand même un certain charisme intellectuel. Surtout que quand on les aborde, on ne sait pas ce dont on va parler. Et notre job, c'est d'être capable de partir de ce qui nous donne comme matière. Et un jour, un interlocuteur va te parler de l'utilisation de l'IA dans le médical. Le lendemain, on va te parler de lancer un produit dans l'acromégalie. Le jour d'après, on va te parler d'un sujet dans une maladie onco-rare dont tu n'as jamais entendu parler. Le surlendemain, ça va être un sujet très technologique avec les affaires industrielles. Donc effectivement, c'est une richesse extraordinaire parce qu'en fait, on baigne dans tout le spectre de l'innovation dans le secteur industriel dans lequel on est. Maintenant, ça nécessite une capacité à jongler avec les sujets assez importante, effectivement. Oui, j'imagine. Et justement, on parlait un peu des sujets que tu commences à traiter. C'est quoi le sujet le plus disruptif sur lequel vous avez bossé ces dernières années, si tu devais en citer qu'un ou deux? Je ne sais pas si c'est disruptif, mais en tout cas, je le perçois comme ça, ou ce serait ma définition. Les plus beaux projets sur lesquels je trouve on travaille, c'est des projets où on aide un acteur à mettre sur le marché un traitement pour des patients qui n'ont pas de traitement et qui n'ont pas d'option thérapeutique. Quand tu interviens, que ce soit dans une maladie rare ou dans une autre pathologie, sur la préparation d'un lancement pour répondre à des besoins qui sont littéralement non couverts, avec des personnes qui potentiellement en mourront, voir l'innovation scientifique arriver jusque-là, en faire une telle opportunité quelque part pour les patients, pour les soignants, etc.,
c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Et pour moi, le côté disruptif de nos projets, je le mets pas sur la partie disruptif technologique ou ce genre de choses, un nouveau business model, etc. On a plein de projets comme ça et ils sont hyper chouettes. Mais c'est vrai que ma vision de la disruption, c'est il y a un avant et un après. Et quand des patients n'avaient pas de traitement et que le lendemain ils en ont un, il y a un avant et un après. C'est vrai que c'est très inspirant, hein. On peut que acquiescer quand tu dis le rôle de mes business developer managers par leur travail finalement aide à sauver des vies et participe à sauver des vies. Hein. T'as qu'une envie, c'est d'applaudir. Moi, je pensais que tu allais me parler de transhumanisme et d'évolution technologique, mais je pense que c'est effectivement la plus belle réponse qu'on peut donner. Donc là, c'est effectivement sur ces dernières années. On voit qu'en ce moment, d'un point de vue extérieur et non initié et non expert du domaine du life science et du healthcare, même si j'essaye de monter en compétence sur le sujet, on a le sentiment effectivement qu'on est en pleine révolution dans le domaine de la santé. C'est quoi les enjeux majeurs aujourd'hui qu'ont les acteurs de la santé? Et si tu fais un peu de prospective, dans 5-10 ans, le monde de la santé ressemblera à quoi? Est-ce que ça sera relativement assez similaire qu'aujourd'hui? Est-ce que l'IA, la médecine personnalisée, va complètement changer l'approche? Est-ce qu'il y aura des nouvelles molécules qui vont révolutionner effectivement le monde? Est-ce que pour toi, de la médecine, la santé va devenir de plus en plus du commerce ou va continuer à rester un droit constitutionnel? C'est quoi un peu ta vision d'un point de vue prospective? Ouais. Écoute, il y a un peu 3-4 grands sujets extrêmement forts qui façonnent l'environnement santé aujourd'hui industriel et qui le façonneront demain. Le premier, c'est les mouvements de vases communicants et tout ce côté mouvant de notre environnement géopolitique et géoéconomique actuel. On a des systèmes de santé qui sont un petit peu dans le dur au niveau européen, avec des contraintes qui sont extrêmement fortes sur les dépenses de santé. Et ça va pas très bien avec le financement de l'innovation. Développer un médicament, c'est extrêmement coûteux. Il y a une part de risque qui est extrêmement important. Hein. Il y a beaucoup d'attrition dans les pipelines de développement clinique, donc il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus, hein, en termes de molécules qui arrivent sur le marché. Et tout ça, ça crée un effet ciseau assez terrible entre un besoin de beaucoup investir et de prendre beaucoup de risques pour faire des pas en avant, soigner des maladies qui ne l'étaient pas, apporter des bénéfices thérapeutiques qu'on n'avait pas aujourd'hui. Et ça se passe dans un terreau qui s'appauvrit puisqu'il y a de moins en moins de financement pour la santé, ou tout du moins c'est de plus en plus dur d'accepter qu'on finance l'innovation à un certain niveau, on va dire. Ça, c'est une donnée extrêmement importante de l'évolution de l'environnement pharmaceutique. Et ça se traduit de plein de façons. Ça se traduit sur où je mets mes investissements, où je fais ma R&D, où je vais implanter mes usines, à quel prix je propose le médicament. Est-ce qu'il y a des pays où je ne lance pas mes produits parce qu'en fait, ça n'est pas pérenne de les lancer à ce niveau de prix-là, etc., etc. Donc ça, c'est un énorme enjeu. Ensuite, tu as un deuxième enjeu qui est plutôt qui vient de ce qui s'est passé dans les 30 dernières années dans les labos académiques ou industriels du monde entier d'un point de vue R&D, qui est qu'il y a beaucoup de nouvelles sciences qui se traduisent aujourd'hui par des opportunités thérapeutiques concrètes. L'ARN qu'on a vu, l'ARN messager qu'on a vu au moment du Covid, c'est l'exemple parfait de ça. C'est dans les cartons depuis des vingtaines, une trentaine d'années à peu près. Et tout d'un coup, il y a une modalité thérapeutique nouvelle qui arrive sur le marché. Demain, quand tu auras la possibilité d'utiliser une thérapie génique pour soigner des patients, mais les soigner définitivement, c'est sûr que c'est pas la même chose que prendre un traitement tous les jours dans sa vie. Donc c'est des prises en charge différentes, donc c'est un accès au marché différent, c'est toute une organisation de la filière qui est différente. Et ça, c'est aussi un énorme enjeu pour la pharma et pour les industriels de la santé dans les années à venir. C'est qu'on a beaucoup d'innovations scientifiques et technologiques qui aujourd'hui arrivent sur le marché et nécessitent de faire différemment. La troisième grande tendance, elle est plutôt sur l'operating model des industriels, c'est l'utilisation de l'IA. C'est un peu une tarte à la crème, mais il y a un potentiel de disruption lié à l'IA dans la façon dont fonctionnent les industriels à l'intérieur, mais aussi dans ce qu'ils proposent vers l'extérieur, qui est monumental. Et ça, c'est des champs d'expérimentation, d'innovation, de développement extrêmement importants aujourd'hui. Et vaut mieux prendre le train tôt que tard, quitte à expérimenter, parce que ça va tellement vite que si on laisse passer 2 trains, le 3e train, il vous emmènera peut-être pas à la même gare, quoi.
Le dernier enjeu, c'est que les industriels du monde de la santé, ils se sont historiquement basés sur un go-to-market model historique, qui est un métier de contact, qui est un visiteur médical, qui va voir un médecin et puis qui lui parle d'un produit, etc. Tout ça est en train de beaucoup évoluer, a beaucoup été secoué aussi par le Covid, même si dans les faits, c'est une transformation qui a été engagée il y a une dizaine d'années à peu près, enfin une dizaine d'années avant le Covid. Aujourd'hui, on est en train de passer l'étape d'après. Et il y a beaucoup d'acteurs de la tech qui viennent sur ce monde-là pour outiller les acteurs industriels du monde de la santé à complètement transformer leur modèle d'interaction avec leurs clients qui sont d'abord des médecins. Et ça, c'est un sacré changement à tous les étages d'une organisation sur qu'est-ce que ça veut dire faire du marketing pharma, sur quel est ton modèle commercial derrière, est-ce que sur l'omnicanalité, sur la façon dont tu crées le contenu, donc la façon dont tu le valides d'un point de vue réglementaire, etc., etc. Donc c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de sujets. Et ça, c'est une jolie transformation aussi des 5-10 années qui viennent. Ok. Et alors, ça va être concomitant à ma question. Au regard de cette accélération de l'innovation liée à ces révolutions technologiques, comment on reste au niveau et comment on fait monter en compétence ses collaborateurs, notamment les business managers pour rester un peu sur des sujets sales. Parce que ça reste quand même extrêmement pointu, extrêmement technique. On peut pas être expert sur tous les Claire. sujets. Donc, comment vous gérez cette montée en compétences et comment vous réussissez à garder sur la durée ce niveau d'excellence et de performance de vos collaborateurs? Alors, il y a 3 choses. La première, c'est que... On voit le conseil, hein. Il y a Ouais, toujours 3 choses, hein, en 3 étapes. petite. Pour la première, c'est que on est emmené par nos clients sur ces sujets-là. Ok. Et ils ne viennent pas nous chercher, c'est ce que j'évoquais depuis le début, pour une expertise. Donc, déjà, on est un peu une sorte d'avant-poste Alcimède sur les sujets nouveaux. Et donc, se former sur ces sujets-là, pour nous, c'est une continuité de premiers travaux qui sont réalisés sur ces sujets-là. J'entends. Je pense qu'on fait partie des gens qui se forment le plus tôt là-dessus, parce qu'en fait, on est parmi les acteurs à voir ces sujets-là arriver en premier. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que comme notre métier, c'est d'explorer et développer les terres inconnues, un dénominateur commun de tous les collaborateurs d'Alcimède, c'est ce que j'évoquais de curiosité et de passion pour les sujets. Et je pense que pour se former et bien se former, il faut avoir ce goût de « j'ai envie d'apprendre des choses nouvelles ». Et comme nous, notre collectif, c'est dans son ADN, cette envie d'apprendre, de découvrir, etc. Je pense que se former, pour nous, ça ne veut pas tout à fait dire la même chose que pour d'autres boîtes. J'ai pas besoin de me mettre à niveau sur des sujets pour commencer à être compétent. J'ai besoin de continuer à exercer cette curiosité et cette passion pour approfondir ces sujets-là, et les ayant approfondis, monter au bon niveau de culture générale pour ensuite être capable d'opérer dans ces environnements. Maintenant, et c'est le troisième point, il y a des sujets qui vont suffisamment vite ou qu'on ne voit pas assez en volume pour qu'il y ait besoin de mettre un patch en termes de formation. Et par exemple, aujourd'hui, former nos équipes au prompt management pour utiliser des outils d'IA, c'est quelque chose qui est devenu fondamental et nécessaire parce que on n'a pas fait 250 projets sur le prompt management pour nos clients. C'est un outil pour nous, donc on a besoin de se former à ça. Donc voilà, je dirais que notre capacité à être au juste niveau, elle dépend un peu de ces 3 facteurs-là. Et ces 3 facteurs-là répondent à ta dernière question, qui est comment on maintient le niveau d'excellence. Si tu es emmené par tes clients sur les sujets nouveaux, qui viennent te chercher parce que ton ADN, c'est cet ADN de passion, de curiosité et de capacité à explorer des choses nouvelles et de monter très vite en compétence là-dessus, et que tu as ces patchs éventuels sur des sujets qui sont plus nouveaux pour toi, ces 3 choses-là font ton standard d'excellence, en plus de tous tes process internes, etc. D'où la passion, parce qu'on est bon à partir du moment où on est passionné, à partir du moment où on est passionné, on est épanoui, quand on est épanoui, on reste motivé sur la durée. Et je pense que c'est aussi une des clés de succès d'Alcimède, quand on regarde effectivement, après la période de boarding, alors j'aime pas ce terme, mais la durée de vie effectivement des collaborateurs, c'est vrai que vous avez quand même des sacrés success stories. Effectivement, tu as 15 ans de boutique, d'autres directeurs de division de DBU, ils ont 20-25 ans. Et moi, j'ai toujours, effectivement, je dis toujours ça avec une once d'émotion, parce que je trouve ça toujours très beau de vieillir avec ses collaborateurs et de développer effectivement des histoires et des passions communes. Et ça, c'est quand même très chouette, surtout quand on est sales. Et en plus, après, derrière, ça permet d'accumuler du chiffre d'affaires. C'est une très bonne chose. Et puis de construire dans la durée. Moi, je dis toujours aux bizdev avec lesquels je travaille, chaque année, on construit sur la base des années précédentes.
Et cette impression de construction, quand bien même, en tant que sales, tu recommences toujours à zéro au début de l'année et ton compteur il repart à zéro, faut repartir en conquête, etc. Donc il pourrait y avoir quelque chose qui paraîtrait très cyclique et puis on redémarre, c'est un peu Sisyphe. Mais dans les faits, quand tu es dans la durée dans un environnement comme ça, tu construis ton réseau, ta culture générale, ton empreinte, et du coup c'est vraiment la construction d'un projet humain en interne et d'un projet business plus largement, quoi. Quel est le nom de la personne qui est le top performer ou la top performer dans ton équipe? Le prénom, juste le prénom. Je le dirais Delphine et Manon. Ok, alors d'abord Delphine et Manon, bravo. Félicitations pour ces superbes performances. Si je passe un petit call à Delphine et Manon pour leur demander qui est Luc, qu'est-ce qui fait son unicité, sa personnalité, qu'est-ce qui font ses points forts et quels seraient un peu ses points d'amélioration que je pourrais lui donner. D'après toi, qu'est-ce qu'elle me répondrait? Difficile. Attention, parce qu'elles vont contrôler. Je ferai le check avec elle, d'accord. Écoute, dans les spécificités ou les choses que je pense et j'espère elles apprécieraient chez moi, c'est une forme de proximité. Je suis pas un manager distant et c'est aussi lié à la façon dont je vis mon métier. Aujourd'hui, je gère des gens qui développent et je gère même des gens qui eux-mêmes gèrent des gens qui développent. Pourtant, et pour autant, je garde cette envie de rester sur les toutes petites choses de mon métier. Je veux avoir mes clients, je veux faire mes process, je veux faire mes propositions commerciales, je veux gérer mes contrats. Je veux garder cette proximité-là avec ce qui est le terrain et la base de mon métier. Et si ça s'applique dans la colonne vertébrale de mon métier, ça s'applique aussi dans le management. Donc je pense qu'elle dirait que je suis proche d'elle, que je suis disponible, que j'ai pas peur de mettre la main à la pâte, de me mettre dans les sujets et prendre le taureau par les cornes avec elle. Et quand elle rallouille un peu, qu'est-ce qu'elle pourrait dire? C'est toujours intéressant de projeter un peu l'image que les collaborateurs pourraient se dire. Et puis ça permet aussi, on en parlera, hein, vous avez des postes ouverts chez Elsimed, de pouvoir réussir à projeter peut-être son futur manager ou top manager directeur. Écoute, sans que ce soit une blague, comme j'espère, ça se sent, je suis passionné. J'adore mon métier. Et ça se voit. Et c'est aussi le cas quand je suis face à des clients. Enfin, c'est le cas partout. Et face à des clients, ce que ça veut dire, c'est que si je suis avec elles, je vais avoir tendance à beaucoup parler. Je vais les rendre envolés, je prends beaucoup la parole, etc., etc. Et donc, je pense que mon point d'amélioration, c'est d'arriver à faire grandir mes équipes aussi vite que ce que j'aimerais. Je pense qu'elles grandissent beaucoup. Le sujet, c'est pas de dire que je prends trop de place. Mais par contre, parfois, je pense qu'en étant là, elles s'exposent moins que si je n'étais pas là. Et donc peut-être elles apprennent moins vite, elles font pas certaines erreurs qui les auraient fait grandir plus rapidement, etc., etc. Donc ça se passe pas beaucoup, elles sont quand même très autonomes et très libres dans leur métier, mais je pense que s'il y avait un point, ce serait celui-là. Tu as un parcours école d'ingénieur, commencé en tant que consultant. Qu'est-ce qui t'a donné envie de passer du côté obscur de la force? Bienvenue chez Dreamcatcher Sales, qui est celui effectivement du business, avec des objectifs non seulement de sauver le monde en résolvant les problématiques de nos clients par nos offres de produits et services, mais aussi de faire du cash, de la renta, du KPI. Qu'est-ce qui t'a plu effectivement dans cette voie-là et qu'est-ce qui continue encore de te plaire quand tu restes au contact de tes clients? Écoute, le trigger de départ, c'est absolument pas une réflexion de ma part. Comme tu le dis, et c'est les mêmes mots que j'emploie, pour moi c'était un peu le côté obscur de la force. Donc la raison pour laquelle j'ai basculé, c'est simplement parce que mon N+2 de l'époque, un jour, c'était un mardi, est venu dans mon bureau et m'a dit « Écoute, Luc, tu sais qu'il y a quelqu'un dans l'équipe qui est parti au niveau BizDev, on cherche quelqu'un pour la remplacer, je pense que ça marcherait hyper bien pour toi. J'ai besoin de ta réponse vendredi. » Vendredi de la même semaine. De la même semaine, exactement. Et en fait, je me suis dit que si cette personne-là, qui avait aussi 10 ou 15 ans de bouteille à l'époque, voyait en moi quelqu'un qui pouvait réussir, je pouvais lui faire confiance. Et surtout, j'avais déjà 6 mois de maison Elsimed. Et du coup, je sentais qu'il y avait une forme de bienveillance dans l'entreprise qui fait que si j'avais à revenir en arrière, ce serait en aucun cas un problème. Et donc pour moi, ça a été un acte de confiance tout simple envers la boîte, de me dire que je pourrais revenir en arrière. Et surtout envers cette personne, de me dire, si toi tu crois en moi,
il n'y a pas de raison que j'essaye pas. T'as beaucoup de belles anecdotes, hein. Parfois, on a la larme aux yeux, la larme à l'œil, pardon. Non, non, c'est vrai, c'est très chouette parce que, et c'est un peu toute la difficulté, je pense, dans le recrutement sur vos profils. C'est-à-dire que dans les écoles d'ingé, de pharma, dans certains cas de médecine ou les facs de bio, on n'évangélise pas du tout ces fonctions effectivement commerciales C'est clair. qui ne sont pas du transactionnel, mais qui sont bien par l'approche, réussir de créer effectivement un lien du personnel, donc des soft skills qui sont très forts, mais aussi des hard skills qui sont très forts, c'est-à-dire comment par mon offre de produits et services, j'arrive à répondre aux problématiques que j'ai réussi à analyser très rapidement chez mon interlocuteur. Et ça nécessite après derrière beaucoup d'évangélisation. D'ailleurs, je crois que vous intervenez dans les écoles d'ingé, des écoles de Ouais. commerce sur vos sujets. Ouais, complètement. Le recrutement, il nécessite pour nous une forte proximité. Et du coup, on essaye d'être très présent dans un certain nombre d'écoles qui sont des viviers de recrutement importants pour nous et qui l'ont toujours été, dans l'objectif, à la fois de jouer ce rôle habituel de, bah, voilà, on est Alcimel, venez nous poser des questions, Ouais, ouais. faisons des choses ensemble et cetera. Mais aussi dans une logique de transmission. Moi, je suis centralien de Lyon, par exemple, et j'ai à cœur d'y retourner une fois par an parce qu'un jour, une professeure de Centrale que je salue m'a proposé de venir le faire, de venir faire partager ce qui est mon métier chez Alcimel et dans quelle mesure ce que j'ai appris Mmh. à Centrale euh, pouvait se traduire dans mon quotidien dans le monde du conseil. Et cette idée de transmission, qui parfois s'affranchit même de logique de recrutement, on n'est pas là pour dire venez chez Mmh. Alcimel, on est là juste pour partager une expérience. C'est quelque chose effectivement de fondamental pour nous. Ouais. OK. Quel est le meilleur conseil commercial qu'on t'ait déjà donné? Ou une Euh, anecdote commerciale que tu voudrais partager? je trouve le meilleur conseil commercial. Je ne sais pas si on me l'a donné, si c'est le cas, je l'ai oublié, mais en tout cas, il s'est peaufiné en moi au fil des années. Heu, pour notre métier, c'est que moins il y a de notre personne et d'Alcimène dans la première rencontre, mieux ce sera. Parce que quelque part, la substantif equals de notre métier de bizdev, c'est d'être quelque part en capacité de se câbler à notre interlocuteur, se mettre dans ses shoes et se questionner ensemble sur comment avancer par rapport à ces problématiques. Et moins on est sur nous en disant: «Bah, vous savez, nous, on a déjà fait ça et cetera». Mmh. Moins on est sur nous en mode: «Mais vous voulez bosser avec nous là-dessus?» mieux ça se passe. Parce qu'en fait, l'acte d'achat d'Alcimène, c'est un acte de quelqu'un qui, au bout d'une heure, se dit: «Bah, en fait, cette personne, elle m'a fait avancer par ces questions et ça m'intéresse de voir comment, ce collectif va m'aider à avancer plus loin». Et je pense que le plus grand conseil qu'on peut donner, en tout cas pour ce que nous on fait chez Alcimad, c'est un peu l'abstraction de sa propre personne et d'être 100 focalisé sur la personne qui est devant soi. Et le pont s'établira naturellement jusqu'au moment où, étant construit, on pourra s'avancer, nous, notre porte-personne dans le pont en disant: «Et pourquoi on bosserait pas ensemble là-dessus?» Mmh. Et je trouve que c'est les plus beaux rendez-vous que j'ai jamais fait chez Alcimad, c'est quand tu évoques pas une seule fois le mot Alcimad dans toute la discussion, avant le moment où naturellement, on se regarde et on se dit que, ouais, il y a peut-être quelque chose à faire et il y a plus rien à faire que se dire: «Ben, revoyons-nous pour discuter de ce qu'on fait ensemble». C'est tout à fait vrai. Et en plus, ça transforme, si je reprends un peu l'étiquette formateur, le rôle d'un commercial vendeur en client acheteur, c'est lui qui va être en demande, mais vous, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous pouvez apporter? Maintenant, effectivement, que j'ai investi une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure de mon temps à vous parler effectivement de mes problématiques, ma vision du marché, de mes enjeux. Et c'est toujours la meilleure démarche, effectivement, consultative selling, qui est, j'imagine, votre méthodologie de vente in fine, quoi. Exactement. Alors le temps avance, on papote. J'ai encore des milliers de questions à te poser, mais il va falloir conclure. Deux questions extrêmement rapides. Si je te dis quelle est la prochaine personne pour toi qu'on devrait inviter dans notre podcast et qui t'intéresserait d'écouter, est-ce que tu as un nom qui pop? Ouais, je dirais, Sylvain Bonnet d'Observia. Ok. Eh ben écoute Sylvain, si tu nous écoutes, tu recevras sûrement un petit coup de fil de moi dans les semaines qui arrivent. Et dernière question, parce que ça peut intéresser nos auditeurs, est-ce que vous recrutez aujourd'hui dans vos équipes Ouais. des profils sales? Oui, oui, on recrute, on a au moins 2 profils ouverts, ne serait-ce que pour mes activités, moi, en santé, sachant que moi, je gère, une équipe santé à Paris, mais dans les faits, Alcimed, c'est un groupe de 220 personnes dans, 7 bureaux dans le monde et on a des profils en recrutement à peu près, partout.
Ok, eh ben écoute, très clair. Donc vous le savez, maintenant effectivement, si vous souhaitez rejoindre la société Alcimed, vous voyez, vous avez compris, l'ADN, leur positionnement, leur savoir-faire, leur méthodologie qu'ils ont développée. Donc n'hésitez pas à contacter, Luc, qui sera, tagué, sur, les publications, ou nous envoyer vos candidatures. Je me ferai un plaisir effectivement, contre un petit cut, de te les transmettre. Ceci étant dit, un grand merci à tous nos auditeurs, d'être toujours aussi présents, à, nous, écouter sur ce podcast de We Are Sales by DCS. Luc, encore une fois, un grand merci d'être venu Merci jusqu'à beaucoup. chez nous, pour, nous partager de ton savoir-faire, de ta vision du marché. Je sais que tu es quelqu'un de très occupé, 40 collaborateurs à gérer, c'est, beaucoup de travail. Gérer ses clients, ça l'est, tout autant, et prendre du temps effectivement pour partager, ta vision des choses et ton savoir-faire. Je te remercie encore énormément Merci beaucoup pour l'invitation. et je te dis, à très bientôt, j'espère, pour de nouvelles aventures. À très bientôt.